Salut Raphaël. Salut Nicolas. Écoute, Raphaël Dohan, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comptoir IA. Raphaël, toi, tu es normalien, tu es agrégé de lettres classiques, historien de l'Antiquité, tu es auteur de livres et tu as récemment sorti un livre écrit avec l'intelligence artificielle générative et donc ChatGPT, mais aussi des modèles de text-to-image. C'est donc si Rome n'avait pas chuté. Euh, donc écoute, on ne le voit pas très bien ici, mais je le mettrai dans les liens. Euh, et donc, en tout cas, je le conseille dès à présent, avant la fin de l'épisode, à tous mes auditeurs. Je pense que c'est l'ouvrage à commander tout de suite pour se documenter pendant l'été sur l'IA et avoir une vision géniale. Franchement, j'ai été très impressionné par ton livre, Raphaël. Mais en même temps, est-ce Merci. que c'est ton Merci livre beaucoup. ou est-ce que c'est ton livre et celui d'une IA en plus? Bonne question, mais je pense, et sans vouloir me jeter des fleurs, que c'est effectivement mon livre, parce qu'en fait, j'ai tendance à penser que l'IA, les IA génératives, ce sont des outils et pas des gens, ce ne sont pas des personnes, de quoi qu'on en pense. Et donc, comme ce sont des outils, on ne viendrait pas à l'idée de dire qu'un livre a été fait par un auteur et son imprimeur. Et donc, voilà, de la même manière, je pense que là, c'est un livre, et les gens qui feront bientôt, je pense que tout le monde écrira avec de l'IA générative, au moins en partie, et on continuera de dire que c'est le livre de la personne humaine. Écoute, ça me va. Donc, écoute, ton livre, franchement, il est génial. La préface bis, comme je te le disais à l'instant, est exceptionnelle. Et alors, donc, pour commencer, Raphaël, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative, ChatGPT, Midjourney, il y a une révolution? Alors, c'est une révolution qui est un peu en deux temps, parce que, en fait, la vraie révolution, elle a eu lieu d'un point de vue technologique il y a 5-6 ans maintenant, avec les papiers sur les transformers. Bon, enfin, on ne va pas rentrer forcément dans ce degré de technique, mais la technologie sous-jacente, en fait, à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les IA génératives, elle existe depuis 5 ans. Et d'ailleurs, grâce aux travaux de Google en particulier. Et ce qu'on voit depuis 1 an maintenant, c'est l'explosion dans le grand public de l'utilisation de ces technologies-là, principalement avec ChatGPT. Mais en fait, depuis déjà maintenant 1 an et demi, 2 ans, on pouvait quand même s'en servir et commencer à faire des choses avec avant donc ChatGPT. Et moi, je m'étais vraiment fasciné, ça m'avait vraiment fasciné de travailler avec la version précédente qui a été publiée par OpenAI, donc, qui était GPT-3, et qui était sous un format qui n'était pas un chatbot, sur Playground, donc c'était un site de OpenAI où on pouvait tester le modèle. Et Donc toi, oui, tout à fait, Raphaël, toi, tu es sur le playground sur GPT-3, ce qui veut dire depuis 2022, quoi, grosso modo. c'est ça, oui, depuis Peut-être. mi-2022 à peu près. Et en fait, on pouvait s'en servir. Je me souviens d'être tombé dessus un peu par hasard, et je croyais qu'il y avait des presets, c'est-à-dire des prompts en fait qui étaient préécrits pour montrer au public ce que pouvait faire GPT-3. Et je me souviens d'avoir cru au début que les presets, c'était tout ce qu'on pouvait faire avec. En fait, c'est des IA qui avaient été entraînés spécifiquement pour chacun de ces prompts. Et donc, faire une recette de cuisine, faire un essai, faire une histoire, enfin, des choses comme ça. Et je pensais que c'est très bien fait, mais que c'était normal, entre guillemets, parce que chacune des IA avait été entraînée exprès. Et en fait, à un moment, j'ai découvert que je pouvais effacer le pré-prompt et écrire ce que je voulais à la place, et que ça marchait aussi. Et là, ça m'a vraiment impressionné, parce que ce qui est formidable dans la technologie des modèles de langage, c'est que c'est justement extrêmement polyvalent, et surtout qu'on peut avoir avec eux une sorte de relation en langage naturel. C'est la première fois en fait qu'on parle avec un ordinateur dans le langage courant. On peut leur parler en français et en anglais, et pas avec un langage informatique, ce qui est formidable à beaucoup d'égards. D'abord d'un point de vue de la prouesse technique, mais aussi parce que ça ouvre beaucoup de possibilités à tous les gens qui n'ont pas un profil technique ou pas un profil de programmeur, ce qui est mon cas d'ailleurs. Et je pense que ça va être décisif d'ailleurs dans l'impact économique de ces IA à l'avenir. Oui, oui, complètement. Et donc, au niveau des... Donc, t'as dû... Oui, en effet, c'est complètement fou quand tu te rends compte que c'est pas limité à ces presets, que tu peux tout régler, que c'est hyper large. Donc, sur le modèle de langage GPT, sur du text-to-text, tu as eu cette découverte. Et aussi sur les modèles donc text-to-image. Donc, je pense Ouais. que tu as touché un petit peu à du DALL-E, du Stable Ouais, Diffusion, DALL-E, du ça a été vraiment Midjourney.
Dali, quand je voyais les images de Dali avant que ce soit encore alors je m'étais inscrit sur la waitlist, mais au début, je n'avais pas encore accès et je trouvais Elle ça était très vraiment... longue, cette liste. Très Elle longue. était longue, hein. Très Et je frustrante. trouvais ça vraiment formidable de voir les images, mais quand on n'a pas pu encore travailler avec, on ne se rend pas aussi bien compte à quel point c'est puissant ou pas. Et je me souviens qu'il y avait un autre modèle qui s'appelait Dali Mini à l'époque, qui s'appelle Crayon maintenant, qui était en accès libre, qui était pas mal, mais qui était qui était moins puissant que Dali à l'époque. Et donc je m'amusais avec ça en attendant, mais c'était encore du domaine, un peu du niveau de ce qu'on voyait, pareil, il y a 5-6 ans, avec d'autres technologies, notamment les GAN. Mais c'était pas la même technique. Et Dali était quand même beaucoup plus développé. Et je me souviens quand j'ai eu enfin le mail disant que j'étais sur la liste d'attente et que j'avais l'accès à Dali, j'ai passé vraiment une journée à faire que ça quasiment, et ensuite plusieurs semaines à faire quasiment que ça pour tester le modèle. Et pareil, c'est du niveau. Je trouve que c'est vraiment assez similaire à l'invention de la photographie et du daguerréotype au 19e siècle. Et d'ailleurs, je me suis renseigné il n'y a pas longtemps, j'ai lu pas mal de choses sur la réaction de la société au 19e siècle à l'invention du daguerréotype. Et c'est amusant parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu pour les IA génératives d'images, au sens où il y a des gens qui n'y croient pas quand ça a été... Attends, Raphaël, donc le daguerréotype, corrige-moi sur la prononciation, et donc juste c'est l'invention... Donc c'est la première vraie photographie, enfin c'est pas de la photographie je crois au sens propre, mais enfin c'est la première fois qu'on fixe une image de quelque chose sur une plaque d'argent, et donc on peut avoir la représentation d'une chose qui vient mécaniquement en appuyant sur un bouton, quoi. Donc, contrairement à ce qu'on faisait avant, évidemment en dessinant, en peignant. Et c'était quelque chose qui avait été un peu l'objectif ou le rêve de beaucoup de savants qui avaient travaillé sur la chambre noire. Enfin, parce que les peintres se servaient déjà de chambre noire pour afficher sur un support plat une image. Mais évidemment, c'était éphémère. Enfin, ça ne durait que le temps où on était face à l'objet. Et donc, l'invention du daguerréotype, donc fait par Daguerre, permet de fixer l'image et de fixer la lumière en fait sur la plaque d'argent. Et c'était fascinant à l'époque parce que c'était justement quasiment magique. On avait des choses qui paraissaient être totalement immatérielles, le reflet de quelque chose, l'image de quelque chose, et qui tout d'un coup devenait un objet, quoi. Et qu'on voyait et que ça persistait et qu'on pouvait. Et donc au début, des gens n'y ont pas cru en disant que c'était impossible. Et il y a un journal allemand d'ailleurs qui a fait un article pour dire d'une part que c'était impossible et que les recherches allemandes les plus avancées prouvaient que c'était impossible de faire de la photographie, et d'autre part que en plus c'était diabolique et que c'était quelque chose qui était évidemment anti-religieux et que c'était en fait infernal comme technologie de vouloir essayer de jouer à Dieu en faisant faire en fait au miroir ce qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire garder une image. Et ce qui est amusant aussi, c'est que donc il y a les gens qui n'y croient pas, il y a les gens qui se trouvent ça révoltant d'un point de vue moral, enfin ou religieux, quoi. Il y a les gens qui trouvent que c'est mauvais pour l'art, et là il y a beaucoup de peintres et d'artistes et d'écrivains qui ont trouvé que la photographie c'était vraiment le pire du pire. Baudelaire a été extrêmement critique envers la photographie, Delacroix aussi, Lamartine aussi. Tous ces gens-là qui pensaient que c'était en fait une sorte d'abrutissement de la peinture, enfin que ça allait être une dégénérescence de l'art pictural, et qui souvent d'ailleurs pour la plupart d'entre eux en sont quand même revenus après avoir vu ce que des photographes en faisaient. Et Lamartine en particulier a un peu repris ses propos après en voyant qu'il y avait des gens qui en faisaient des choses artistiques et que c'était intéressant en fait la photographie. Et puis même et Baudelaire et Ingres et Delacroix se sont fait photographier eux-mêmes, donc, bon, malgré tout. Et il y a aussi des gens qui ne comprenaient pas vraiment comment ça marchait. Alors il y a quelqu'un qui avait par exemple écrit à Nadar, qui est un autre des grands photographes du 19e siècle, en lui demandant, en disant, j'ai vu qu'il y avait ce truc qui permettait de faire des portraits automatiquement de quelqu'un, mon voisin en a fait un, donc là je voudrais que vous m'en fassiez un, est-ce que vous pouvez me l'envoyer, et je voudrais que je sois devant mon jardin en tenant, je sais pas, une lettre ou quelque chose comme ça. Et il n'avait pas compris apparemment qu'il fallait venir devant le photographe et se faire photographier. Donc en fait lui il croyait qu'on avait déjà inventé, c'était Stable Diffusion, qu'on avait déjà inventé des IA génératives d'images, mais en 1840 quoi. Donc il y a ces gens-là. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a un peu la même chose. Il y a des gens qui, d'abord, ne croient que ça marche pas, enfin, en tout cas, que ça n'existe pas. Il y a eu ça un peu au début, avec des gens qui disaient, en fait, ça fait que reprendre des images existantes, c'est que du plagiat, ce qui n'est pas le cas du tout. Il y a des gens qui savent pas vraiment comment ça marche et qui croient donc que c'est un mélange de plagiat et qu'en fait, c'est une sorte de Photoshop un peu avancé. Il y a aussi l'inverse, avec les gens qui croyaient que Photoshop faisait déjà ça depuis 20 ans, ce qui n'est pas le cas du tout. Et puis, il y a les gens qui pensent, et
parmi les critiques, c'est plutôt la majorité, que c'est mauvais pour l'art, que ça va tuer les artistes, que ça va faire une production médiocre partout. Et je pense qu'ils ont tort, de la même manière qu'on avait tort de craindre la photographie d'un point de vue artistique. Bien sûr. Bien sûr, et tu parlais à l'instant de crayon, donc je passe le bonjour à Hugo Dupré, que je connais, qui écoute ce podcast, qui travaille pour Crayon, justement, qui me parlait Excellent. de ses tout débuts il est super fort, Hugo, et donc il me parlait vraiment du mini Dali, en effet, Dali Mini. Mais tout à fait, mais par rapport à ce que tu dis, Raphaël, je pense que c'est vraiment hyper intéressant. C'est l'impact donc de ces modèles aussi d'IA, donc dans la production de contenu, avec une différence dans la vitesse d'exécution qui va être complètement incroyable. Et t'en parlais, donc t'en parles dans ta préface, mais ça se comprend tout à fait quand on a ce livre en main qui est quand même, je pense que tu as pris le soin de l'éditer sur un beau papier pour avoir un beau rendu sur la qualité des images. Mais c'est vrai que ce bouquin, il faudrait toute une équipe de graphistes, de maquettistes, de concepteurs 3D pour travailler dessus. Là où, grosso modo, toi, tu as pu le faire tout seul. Et ça, c'est incroyable en gain en productivité, en gain de temps et en gain aussi financier, en fait, par rapport à ce que ça t'aurait coûté. Donc, toi, tu vois, c'est ce que tu disais, tu vois l'IA nous aider énormément par rapport à ça. Ouais, même en gain de possibilité, en fait, parce que ce que je voulais pas, c'était faire quelque chose qui ressemblerait à un livre classique, parce que j'avais déjà fait des livres avant de manière traditionnelle, et je voulais pas faire la même chose, mais par IA. Enfin, ça m'aurait paru moins intéressant. Et je voulais faire quelque chose qui était justement un livre que je n'aurais pas pu faire s'il n'y avait pas eu l'IA. Et donc, typiquement, les illustrations, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations dans le livre. D'ailleurs, je remercie l'éditeur aussi qui a pris d'abord le pari de faire ce concept de livre, et ensuite qui a mis les moyens et qui a très très bien travaillé pour justement la mise en page, l'impression, la qualité d'image, ce qui était vachement important. Et donc, le type d'image que j'ai mis dedans, puisque en fait, donc le livre parle d'une uchronie sur l'Antiquité romaine, et donc une grande partie des images, ce sont des fausses photographies d'objets archéologiques romains, mais un peu steampunk, s'ils avaient eu accès à des technologies de la révolution industrielle. Et il y en a beaucoup qui sont donc photoréalistes, et où évidemment, pour faire des photos comme ça, il aurait fallu en fait soit des modeleurs 3D et des artistes 3D, mais à un niveau d'image de synthèse de film en fait, soit éventuellement justement des boîtes d'accessoires de cinéma qui auraient fait des accessoires exprès pour les photographier. En fait, ça aurait été donc un travail en fait de studio de cinéma qui était totalement inaccessible à un livre et à un éditeur. Donc c'est le genre de choses, en fait, de projet qu'on ne pouvait pas faire avant l'IA, mais qui devient possible maintenant. Donc ça marche pour les livres, et ça marchera pour beaucoup d'autres domaines. Évidemment le cinéma, pour la BD aussi, pour probablement beaucoup de création de contenu sur Internet aussi. Pour la musique, je participais il n'y a pas longtemps à une émission sur RFI avec un créateur de musique aussi par IA qui travaille pour Spotify. Et c'est vrai qu'il y a des choses formidables qui se sont faites dans ce domaine-là également. Donc, de manière générale, ça va donner en fait des possibilités nouvelles, mais un peu comme pour filer la métaphore avec la photographie. La photographie n'a pas juste remplacé la peinture, elle a créé une forme d'art en soi, et ensuite elle a créé le cinéma en fait, parce que pas de cinéma sans photographie. Et je pense qu'on ne peut pas encore vraiment imaginer tout ce qui va naître de ces technologies qu'on a aujourd'hui, parce que de la manière que quelqu'un qui voit les premiers daguerréotypes dans les années 1840 n'imagine pas encore qu'il y aura Hollywood un jour. Ouais, et en fait, ça se trouve, il y a un Hollywood plus tard qui va apparaître sur la base des IA génératives. Oui, tout à fait. Après, donc, dans ton livre, on peut reconnaître un petit peu de temps en temps le style Dali sur les photos aussi. Ouais. Je te demanderais, tu l'as démarré et fini quand ce livre? Et deuxième question, en effet, est-ce que à l'heure actuelle, mardi 13 juin 2023, quand on se parle, avec par exemple du GPT-4 et Midjourney V5, il aurait un petit rendu différent? Alors oui, probablement. J'ai plus exactement les dates en tête auxquelles j'avais travaillé sur le livre, parce que j'ai pas fait que ça 24 heures sur 24. Et en fait, l'idée de faire un livre à partir d'IA et d'un modèle de langage, ça fait depuis en fait que
je connais ces technologies-là, que j'y pense. Mais je cherchais vraiment la bonne idée, parce que je ne veux pas juste faire un livre avec de l'IA, quel qu'il soit, quoi. Enfin, je trouvais ça pas très intéressant. Et donc, le temps de trouver la bonne manière, la manière pertinente de l'incarner et de le mettre en scène, ça a mis un peu de temps. Donc, j'ai dû le commencer fin 2022, et ça a dû mettre, je sais pas, quelques mois à faire. Mais dans un timing assez serré avec l'éditeur, beaucoup d'échanges sur les épreuves, etc. Donc, alors, le GPT-4 est sorti après. Je crois qu'en fait, GPT-4 et Midjourney V5 sont sortis dans la semaine qui suivait le moment où j'ai signé le bon à tirer, c'est-à-dire où je ne pouvais plus corriger le livre, malheureusement. Mais alors, GPT-4, c'est pas trop grave parce que, en fait, GPT-4 est bien meilleur que GPT-3, mais finalement, ça aide surtout à avoir un texte plus. Avoir des réponses plus cohérentes, d'arriver plus rapidement à ce qu'on lui demande. Mais au fond, en termes de qualité, d'imagination pour ce que je voulais faire, comme moi-même, en plus, j'ai un peu retravaillé quand même le texte de GPT-3, ça aurait été peut-être un peu plus rapide pour moi de travailler avec, mais ça ne changeait pas beaucoup le résultat final. En tout cas, du point de vue du produit, c'était pas extrêmement différent. Par contre, Midjourney V5, c'est vrai que ça m'aurait épargné encore plus de travail, parce que en ayant travaillé avec les modèles précédents, j'ai fait pas mal de retouches sur Photoshop à la main, ou en passant par Stable Diffusion aussi pour régénérer certaines parties des images. Et clairement, par exemple, j'aurais eu beaucoup moins de mains à retoucher si j'avais eu la V5 de Midjourney qu'avec la V4. Et en fait, en gros, j'ai travaillé avec comme image source, j'utilisais Midjourney V4 et DALL-E. Et ensuite, je retravaillais les détails avec Stable Diffusion, et ensuite avec de la post-prod sur Photoshop. Donc tout ça aurait été plus rapide avec la V5 de Midjourney, certainement. Non, mais écoute, en tout cas, ça fonctionne quand même très bien. Ensuite, je voulais te parler juste de la manière dont tu as écrit le livre. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est donc tu passes par les fenêtres de tokens, grosso modo 4000 mots, et tu es obligé de passer un peu par des stratégies de contournement. Ça veut dire, en fait, tu dois demander dans un premier temps à ChatGPT de te sortir un plan, en fait, et ensuite un résumé d'une partie, puis de détailler cette partie, parce que grosso modo, il ne se souvient pas si on a trop de tokens du début du prompt. Donc, je trouve ça très intéressant, cette manière de devoir travailler avec ça. Et en fait, je trouve ça très intéressant aujourd'hui, cette période qu'on a qui est embryonnaire, comme le dit Sam Altman, c'est le plus mauvais assistant personnel qu'on aura eu de notre vie. Je trouve ça très intéressant de la vivre, et je conseille à tout le monde de l'essayer, de temps en temps, avec des frustrations comme celle que tu pouvais décrire juste avant, comme quand on pouvait faire du DAN, du Do Anything Now, où on utilisait des stratégies de contournement pour faire à ChatGPT des choses qu'il n'était pas censé faire, ou la manière dont toi t'écris le livre en devant faire des allers-retours, on a l'impression un petit peu qu'on s'adresse à une IA enfant, en fait, une IA qui est encore embryonnaire et avec laquelle on apprend un petit peu à travailler. Oui, clairement. Et ça sera probablement, ça paraîtra presque surréaliste dans 20 ans, j'imagine, de me rappeler comment j'ai travaillé sur ce livre-là. D'autant plus que ce sera, moi je suis certain que d'ici quelques années, mais à assez court terme, il y aura des LLM qui seront intégrés dans Word et dans les gestionnaires de mails, dans tous les traitements de texte. Donc finalement, dès qu'on écrira un paragraphe, il y aura des suggestions qui pourront apparaître en disant vous pourriez écrire ça comme ça, vous pourriez ajouter telle idée, machin. Et ça paraîtra aussi normal que le correcteur d'orthographe aujourd'hui. Mais donc le fait de le faire un peu à la main, en allant chercher effectivement en faisant 40 000 prompts différents, parce que pour faire ce livre, en fait, j'ai pas compté, mais j'ai dû en faire bien des dizaines de milliers de prompts. T'as dû coûter cher à OpenAI. Oui, c'est possible. Et donc, en fait, effectivement, j'ai eu cette procédure un peu pyramidale où je commençais par lui demander de faire un plan, en tout cas de brainstormer en fait sur des idées, d'en faire un plan, ensuite de plus en plus dans le détail de chaque partie, jusqu'à le degré de granularité où il écrit des paragraphes, quoi. Et ensuite, il faut retoucher, tout remettre ensemble, tout recoudre, parce que, comme tu le disais, il y a ce problème de cohérence. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des modèles de langage qui ont des fenêtres de contexte beaucoup plus larges
que ce à quoi on a accès avec OpenAI. Je crois que Claude a un modèle, Anthropic a un modèle avec 100 000 tokens, donc 100 000 tokens, cette ordre de grandeur-là, c'est ça. où on peut mettre donc un livre entier dans le prompt, ce qui évidemment est assez pratique. Et donc, après, c'est intéressant aussi de travailler comme je l'ai fait en parcellisant le travail, parce que ça fait aussi des perspectives nouvelles, ça oblige à varier les prompts, ça fait qu'on en découvre d'autres et d'autres manières de lui faire sortir des phrases nouvelles. Et d'ailleurs, tu parlais de Dan tout à l'heure, de Do Anything Now. GPT-3 avec lequel j'ai plus travaillé avait moins besoin d'être jailbreaké, moins besoin d'être manipulé pour faire ce qu'on veut qu'il fasse, parce qu'il n'y avait pas eu la même phase ils n'avaient pas apporté autant d'attention à la politesse et à l'exactitude du modèle ou à son respect de règles directrices que pour ChatGPT dans la phase de reinforcement learning by human feedback. Donc forcément, GPT-3 était d'ailleurs meilleur pour faire du pastiche, par exemple, probablement parce qu'il est moins entraîné à être un gentil chatbot. Et donc, même si ChatGPT, on peut lui dire d'essayer d'écrire dans le style de machin, mais il y a toujours un peu cette manière de construire les réponses, ce truc de même en résumé à la fin. Tout ça est plus standard en fait dans ChatGPT. Et malheureusement, ça s'est un peu aussi reproduit dans GPT-4, qui lui aussi a été entraîné pour être un chatbot gentil. Et j'aimerais bien, je pense que ça va arriver, et même avec peut-être de l'open source, avoir aussi des modèles de langage puissants, mais plus ouverts sur la pure complétion de texte et pas axé pour l'agent conversationnel. Et pour, en tout cas, d'un point de vue littéraire, ce serait plus intéressant. Oui, tout à fait. Et en fait, moi, j'aimerais bien aussi avoir des modèles de temps en temps plus libres, en effet, oui, moins soumis au contrôle. Ouais. Tout à fait. Oui, c'est un peu énervant parce que, à la limite, je comprends très bien que pour certains usages, il y ait besoin d'avoir une censure, tout simplement. Ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir, des enfants qui utilisent ChatGPT. Mais en même temps, c'est pas mal aussi d'avoir accès à un modèle peut-être pro, qui serait utilisé pour par d'autres personnes ou pour d'autres types d'utilisation. Si on veut que, et je pense que ce sera le cas à un moment, ce soit utilisé par des scénaristes de séries de HBO, par exemple, je pense que la censure de ChatGPT va avoir du mal à faire un script de Succession, par exemple. C'est assez compliqué, je pense. Donc, je pense que tu fais pas la série Dexter avec ChatGPT-4. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas de raison et en plus techniquement rien n'empêche. Et on sait d'ailleurs avec les jailbreaks qu'en fait les LLM sont très capables de dire des choses horribles si on veut qu'ils le disent. Donc complètement. Voilà. Avec notamment comment il s'appelle la Sydney là. Oui, Sydney était excellent d'ailleurs. C'était donc cette IA en fait une version alternative de GPT-4 en gros qui avait été mise dans le moteur de recherche Bing par Microsoft et qui au tout début de sa vie était paramétrée de manière à ce que elle répondait de manière super passive-agressive aux utilisateurs. Et je me souviens moi je lui avais demandé une citation on avait parlé d'une citation de Michel Foucault. Et elle était allée chercher la citation originale. Elle avait fait une faute, elle avait mal retranscrit la citation au début. Je l'ai fait remarquer et ensuite elle avait passé un quart d'heure à essayer de se justifier du fait que non, sa version était la bonne, alors même qu'il y avait le texte derrière. Et c'est trop drôle parce qu'elle le faisait en plus de manière très convaincante, entre guillemets. Un peu comme un universitaire qui serait dans un colloque, qui serait pris à défaut, qui a effectivement fait une bourde et qui essaie quand même de justifier en disant que non, mais c'est une lecture différente. En fait, il y a deux manuscrits différents et donc il y en a un qui a été publié en 1973, mais l'autre a été publié avant. C'est très drôle parce qu'elle arrivait très bien à le faire, alors que c'était évidemment faux. Donc j'aime bien ce genre d'échange. Hyper intéressant. Alors, Raphaël, moi, il y a une critique très commune des gens qui connaissent, qui découvrent l'IA générative, et on lui reproche souvent un petit peu d'être un perroquet, où il y a des gens qui vont nous dire ça va être une des limites de l'IA générative, vous créez à partir d'un corpus existant, donc vous ne créez pas quelque chose de neuf, mais donc ce que tu dis en fait dans ta préface, donc c'est toute création humaine n'est-elle pas une recomposition comme l'Iliade et l'Odyssée ont pu donner l'Énéide. Il y a aussi un bouquin qui s'appelle Le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, qui nous dit aussi que on raconte un petit peu tout le temps la même histoire en fait, depuis les mythes originels. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Est-ce que pour toi, donc, l'IA générative peut continuer à créer, continuer à
à développer des nouveautés sans qu'on tourne en rond? Alors, effectivement, il y a ce reproche au LLM d'être des perroquets stochastiques, donc des perroquets aléatoires, quoi. Ce qui est amusant comme reproche, parce qu'en fait, c'est vrai d'un point de vue purement technique, parce que de fait, les LLM, donc les grands modèles de langage, ne font que produire des tokens, donc des bouts de mots les uns après les autres, en fonction de statistiques et de paramètres qu'ils ont appris pendant la phase d'entraînement sur la base de données. Et donc en cherchant le mot, la suite de mots, le mot suivant le plus vraisemblable. Donc de ce point de vue-là, on pourrait se dire, bon, bah, forcément, ils vont être contraints de se rabattre toujours sur ce qu'ils ont déjà vu dans la base de données, et ça va faire des textes totalement banals et qui peuvent avoir la moindre créativité. Alors ça, c'est l'aspect vraiment technique, mais en fait, il se trouve que par la simple taille de la base de données initiale, les perroquets sont hyper créatifs, en fait. Enfin, en tout cas, sont très efficaces et en fait ne se rabattent jamais sur du plagiat. Alors, c'est vrai que si vous lancez le perroquet sur un sujet ultra convenu et que vous lui faites une demande ultra convenue, il va faire une réponse ultra convenue. Mais à la limite, il n'y a pas que les LLM qui font ça. Et vous pouvez demander aussi à un être humain et il fera probablement une réponse assez convenue. Mais en revanche, si jamais on fait une demande plus originale, il va être contraint d'aller chercher quelque chose de nouveau, et d'inédit et de créatif. Donc c'est pour ça que ce sont des modèles qui sont très bons pour la créativité qui passe par interpolation, par mélange d'éléments, de sources différentes. Et c'est pour ça que dans le livre, j'ai fait une uchronie, parce que l'uchronie, ça oblige à parler donc d'une époque historique, alors là, l'Antiquité romaine, mais en y insérant des éléments extérieurs, et là, en l'occurrence, donc la Révolution industrielle. Et si on demande à un LLM donc d'inventer l'histoire d'un Romain qui aurait été un grand maniaque de l'électricité dans cette version alternative de l'histoire, mais qui aurait aussi affronté les foudres de l'empereur, et ben il va en fait aller prendre des inspirations qu'on voit qu'elles appartiennent à Thomas Edison, par exemple, à l'histoire d'Edison en Amérique, mais aussi à l'histoire de Sénèque ou d'autres grands Romains de l'époque impériale, et faire une intrigue narrative nouvelle qui est clairement inédite, qui est cohérente parce qu'elle appartient un peu aux deux mondes, mais en même temps qui arrive bien à mélanger les deux de manière très subtile et logique, en fait. Et pareil, il y a un des trucs qui m'a le plus impressionné dans ce qu'a produit GPT dans le livre, c'est que je lui avais demandé d'imaginer l'impact de l'électricité sur certaines écoles de philosophie antique. Donc, si les Romains avaient découvert l'électricité, comment est-ce que les stoïciens, les épicuriens, etc., auraient réagi? Et pour les néoplatoniciens, donc, le GPT avait imaginé qu'il se serait servi de l'électricité comme d'une métaphore pour décrire ce que c'est que l'être, l'essence et la manière dont Dieu, pour les néoplatoniciens, se répand à travers le monde, en quelque sorte. Et GPT a imaginé une métaphore qui est extrêmement bien vue, à la fois pour l'aspect un peu stylistique des textes néoplatoniciens, pour le fond aussi, parce que ça correspond tout à fait, enfin on imagine assez bien que ça aurait pu se passer comme ça, et évidemment c'est quelque chose qui n'existait dans aucun corpus, quoi. Enfin, personne n'a jamais écrit une métaphore néoplatonicienne de l'électricité, quoi. Donc voilà, le perroquet, en fait, c'est un perroquet surpuissant, et à la limite, le fait qu'il soit un perroquet aléatoire, et qu'il passe comme ça par prédiction du token suivant, c'est plutôt un problème pour les tâches non créatives, en fait. Parce que, alors ça c'est Yann Lequin qui en parle très bien, mais il dit que ce sont des modèles qui font de l'autorégression, donc en fait ils ne font que prédire le token suivant à partir de ce qu'ils ont vu avant, enfin de ce qu'ils ont produit eux-mêmes avant, et que ça forcément ça fait qu'on s'éloigne progressivement de la vérité, entre guillemets. Par définition, en fait, ils ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif quand ils produisent une phrase, et donc c'est entre guillemets une sorte de coup de chance répété qu'ils disent des choses vraies. Et s'ils le font, si globalement ce que dit ChatGPT est vrai, c'est grâce à la taille de la base de données, mais que ça a ses limites, quoi. Et donc, dans la vision de Yann Lequin, il faudrait en fait avoir une étape supplémentaire qui serait d'avoir d'abord un modèle capable de prédire, enfin de déterminer un objectif en amont de la génération de chacun des mots. Un peu comme nous, en fait, quand on commence une phrase, on sait à peu près ce qu'on veut dire, on n'est pas en train d'aligner les mots sans avoir aucune idée de ce qu'il y aura au mot suivant. Donc ça c'est un problème en fait pour la vérité de ce qu'on dit, mais pas du tout pour la créativité, parce qu'au contraire, le fait qu'il invente au fur et à mesure, c'est très bien pour la créativité. C'est comme ça qu'il arrive à des choses qui n'ont jamais été écrites avant.
Et d'ailleurs, les surréalistes avaient déjà travaillé comme ça en littérature. Les cadavres esquis, c'était un peu le même principe. Et là, on a une sorte de machine à faire des cadavres esquis, mais qui en plus garde une forme de cohérence parce qu'ils ont une quantité de paramètres qui le permettent. Donc c'est très très utile en fait pour la créativité, et l'accusation de perroquet en fait va Bien plutôt dans le sûr. sens contraire de ce qu'on pourrait penser. Oui, tout à fait. Je vois bien. Oui, tu le dis très clairement. Je pense que justement, donc, on n'a pas fini aussi d'être surpris par ces modèles, parce que je pense qu'on n'est pas encore arrivé aux limites au niveau de la taille, de la qualité des données. Toi, tu parles de ton côté de tâches miraculeuses qu'on peut réaliser. Je pense qu'on voit aussi ce qui peut être appelé ce qu'on appelle des propriétés émergentes qui peuvent sortir de ces modèles. La grande question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que on peut continuer sur la scalabilité? C'est grosso modo, si on continue à faire grossir le modèle en taille, en nombre de paramètres, est-ce qu'on va voir encore des nouvelles choses apparaître auxquelles on ne s'attendait pas forcément à ces propriétés émergentes? Est-ce que toi, tu penses que ça va continuer à se développer comme ça, Raphaël? Je pense qu'il y aura forcément quand même une limite. On va toucher de manière un peu asymptotique aux possibilités de la simple taille de la base de données. Alors, il y a quand même des choses. Je suis d'accord que les propriétés émergentes, c'est assez fascinant. Il y a eu des débats d'ailleurs sur le fait de savoir si on pouvait vraiment parler de propriétés émergentes ou pas. Est-ce que c'est un truc qui est un peu discuté. Je trouve que dans une définition assez stricte, assez simple du terme, le simple fait d'ailleurs que le LLM puisse faire des textes cohérents, savoir quand il ne sait pas, ce qui est le cas de GPT-4, à qui j'ai souvent demandé des choses que moi-même je ne trouvais pas sur Google et auquel il répond lui-même non, en fait je ne sais pas ce que c'est, et à ma connaissance j'ai pas de... Et ça c'est assez impressionnant en fait, alors même que le fonctionnement de base du LLM devrait le pousser à écrire quelque chose quoi qu'il arrive, quoi. Et à essayer en tout cas de deviner ce que ça pourrait être, et il le fait pas. Donc des choses comme ça, je trouve que c'est suffisamment impressionnant pour qu'on puisse le qualifier de propriété émergente, quoi que ça veut dire, quoi. En tout cas c'est des choses qu'on n'avait pas forcément prévu que le modèle pourrait faire si bien en amont. Donc c'est très bien. Je pense qu'il y a probablement encore des améliorations à gagner. Il y a une autre amélioration un autre potentiel qui est intéressant, c'est celui ensuite d'autres types de données, de mettre des données vidéo, audio, plein d'autres catégories de données en fait qui peuvent entrer en entraînement. Et ça, ce sera clairement... alors c'est déjà un peu le cas, je crois, pour une certaine version de GPT-4 avec le multimodal, qui n'est pas encore accessible au public. Mais ça, c'est clairement une source énorme d'apprentissage supplémentaire. Et ce sera intéressant de voir un peu se rejoindre peut-être des points différents de la recherche en IA aujourd'hui, avec des recherches comme chez Meta ou chez Tesla, qui se concentrent justement plutôt sur l'aspect visuel, en tout cas qui ont beaucoup investi sur la reconnaissance visuelle et l'analyse visuelle, alors que OpenAI a beaucoup travaillé sur le texte. Donc finalement, la conjonction des deux sera sans doute très intéressante. Après, il y a aussi, alors là, d'un point de vue plus fondamental, la recherche d'IA qui est capable de suivre des objectifs. Donc j'en parlais tout à l'heure, donc de planifier, d'introduire un peu plus de capacité de raisonnement en fait en amont, au-delà du LLM pur. Et après, il y a un truc qui est peut-être à plus court terme intéressant aussi, c'est l'articulation des LLM avec juste d'autres programmes informatiques, ce qui est déjà un peu le cas avec les plugins de ChatGPT, mais qui, je pense, pourra peut encore se développer beaucoup. Et où là, même une amélioration un peu marginale de la capacité du LLM peut avoir des effets très importants sur l'utilisation par des plugins, pour permettre, par exemple, un des problèmes des LLM, c'est les calculs, parce que en fait, par définition, ils n'ont pas de moyens de calculer, puisqu'ils ne font que prédire du texte vraisemblable. Mais en revanche, si dès qu'ils voient un calcul, ils ont le réflexe d'aller demander à un programme de lui faire le calcul pour eux, et ensuite d'intégrer le résultat, ce qui est le cas avec un des plugins de Wolfram Alpha pour ChatGPT, là, on résout un énorme problème déjà des LLM. Donc, possiblement, il y aura une sorte de constellation d'applications qui vont venir renforcer ou en tout cas pallier les défauts des modèles de langage actuels. Et ça, je pense, c'est assez prometteur. Donc, au total, j'ai l'impression que les chercheurs ne manquent pas de pistes de recherche pour aller améliorer les systèmes actuels. Et ça paraîtra probablement assez primitif, effectivement, ce à quoi on travaille aujourd'hui. Non, tu as tout à fait raison. Entre la multimodalité, le développement encore de la taille, la qualité des données
et en effet rajouter une approche symboliste par-dessus, ça fait déjà beaucoup de pistes de développement. D'ailleurs, un jeu de données qui serait intéressant, ce serait, alors mettons de côté pour l'hypothèse toutes les questions de confidentialité des données, de RGPD et de CNIL, mais si la réalité virtuelle se répand autant que Meta ou Apple l'espèrent, et que, imaginons que tous les flux de vidéos, parce que tout ça, les casques marchent avec des caméras, soient envoyés sur les serveurs de Apple et Facebook. Donc, encore une fois, mettons de côté la question de la confidentialité. Ça ferait des bases de données immenses pour avoir quelque chose qui là se rapprocherait très très près de l'expérience humaine, en fait. Parce que en gros, on aurait des jeux de données avec en gros l'avis des gens vu à la première personne, avec les dialogues, enfin les conversations qu'on a, ce qu'on voit, là où on bouge, bref, enfin toute un peu le monde physique, donc tout ça serait accessible à un modèle qui pourrait, dans ce cas-là, comprendre, entre guillemets, en tout cas refléter assez bien ce que c'est que de vivre en tant qu'être humain, quoi. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, tu as tout à fait raison, Raphaël. C'est vrai que jusqu'avant la VR, entre guillemets, Elon Musk disait souvent que c'est Tesla qui avait le plus de données via tous les véhicules les en caméras circulation, embarquées, les caméras embarquées. Après, on peut voir ça arriver aussi avec les robots humanoïdes, les Optimus notamment. Ou même les Roomba, d'ailleurs, enfin les aspirateurs d'Amazon. Enfin, bon, il y a aussi des choses comme ça qui sont plus simples. Enfin, et même d'ailleurs, je m'étais intéressé sur la VR. Il y a par exemple des chercheurs des programmeurs qui ont vu que juste avec le réseau Wi-Fi de chez quelqu'un, on peut en fait prédire la position, mais vraiment la position du corps de chacune des personnes dans une pièce. Ce qui, donc, pour la réalité virtuelle est utile parce que ça permet d'éviter d'avoir des capteurs aux poignets, aux chevilles, etc., pour savoir où est le corps dans l'espace. Ça peut faire un peu peur dans la mesure où on se dit, en fait, le Wi-Fi permet de dire exactement ce que je suis en train de faire à tel moment. Mais en fait, ça veut dire aussi qu'il y a des données qui se cachent un peu n'importe où, en fait, même là où on n'imagine pas forcément les trouver, et que ça se trouve, en fait, juste avec des données Wi-Fi, enfin, si on extrait ce qu'on veut en extraire de ces données, on pourrait aussi avoir des informations sur le comportement humain, en fait, mais même physique. Donc, en fait, les données, il y en a vraiment partout, quoi. On comprend mieux pourquoi Edward Snowden se cachait sous sa couette pour taper son mot de passe, quoi. Exactement. Mais non, mais je suis d'accord, j'avais vu ce truc du Wi-Fi, c'est complètement bluffant. Alors, Raphaël, passons peut-être un peu plus sur des sujets de société, d'emploi, d'éducation. Première question que j'aimerais te poser, j'ai vu une phrase choc de Bill Gates qui est très impressionné, très proche d'OpenAI, évidemment, via la prise de participation de Microsoft. Bill Gates, il a dit récemment que d'ici 18 mois, nos enfants apprendraient à lire avec un successeur de ChatGPT. Qu'est-ce que tu penses de ça au niveau de l'éducation ? Est-ce que ça te semble possible, réaliste ? Et tu vois, il y a les conséquences, à mon sens, peuvent être complètement dingues. Oui, alors moi je pense que pour l'éducation, ça va être effectivement un changement drastique. Sur le timing de Bill Gates, je reste un peu sceptique. Enfin, je doute pas que certains essayeront de le faire, enfin que certains parents essayeront de faire apprendre la lecture à leurs enfants par ce biais-là. Je vois mal l'éducation nationale faire ce tournant en 18 mois et même d'autres systèmes. Enfin, c'est pas spécialement propre à l'éducation nationale française, mais je vois mal beaucoup d'administrations scolaires dans le monde faire une telle révolution aussi vite. Donc, je pense qu'il y a une inertie propre aux institutions qui fait que même si la technologie est là, même si elle était là, on aurait quand même plusieurs années, enfin beaucoup plus d'années à attendre avant que ça se généralise. Par contre, il y a effectivement la possibilité, et franchement, avec GPT-4, quasiment dès aujourd'hui, d'avoir un tuteur personnalisé pour chaque élève et chaque adulte, en fait. Parce que l'éducation telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des classes de 35 élèves, un prof par classe, c'est quelque chose qui, en fait, a été maintenant, est devenu la norme avec l'école, en gros, de la fin 19e, quand on avait la Troisième République, et en fait, tout simplement, l'obligation scolaire. Tout le monde doit aller à l'école, et donc forcément, pour pouvoir scolariser tout le monde,
il faut regrouper les gens par des grosses classes. Mais en fait, l'idéal de l'éducation avant ça, c'était plutôt le précepteur. Donc, et ça, d'ailleurs, c'est resté même après. Enfin, évidemment, les familles les plus riches préféraient avoir un précepteur pour leurs enfants. Et donc, on a un prof par élève ou un prof pour 2 élèves, enfin 2 frères, 2 sœurs. Bien sûr. Et donc, ça a été comme ça que ça marchait pendant très longtemps. Ou alors avec des groupes de 4-5 personnes dans l'Antiquité, on allait voir un orateur, un rhéteur, mais c'était pas des grosses classes. Et donc, comme cet idéal-là de l'éducation, évidemment, il est inatteignable du point de vue d'une société où l'éducation est massifiée, parce que vous ne pouvez pas avoir un prof par habitant. Mais GPT-4 ou ses successeurs pourraient le faire. En tout cas, pour un aspect du travail qui est de fournir des informations, de créer des interrogations et de guider l'apprentissage en simplifiant des concepts, en répondant aux questions de l'élève, etc. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose pour lesquels les LLM sont très bons, de synthétiser des informations, de les rendre accessibles, d'être pédagogiques. Ça, c'est vraiment quelque chose de bluffant. Ils le font très, très bien. Et franchement, il y a des profs qui sont sans doute moins bons pour, par exemple, simplifier un exemple de maths ou de littérature ou de philosophie ou d'histoire que ne l'est GPT-4. Et même, on peut imaginer en plus pour l'adapter à ce que connaît déjà un élève et essayer de le faire, de lui dire, voilà, tu connais tel film, et ben voilà, le concept de liberté chez Spinoza, dans tel film, on l'interpréterait comme ça. Donc voilà ce que Spinoza dit. Ça, ce serait donc une grande partie en fait du travail éducatif peut être améliorée de ce point de vue-là. Il y a une partie qui par contre résiste, qui est le fait qu'en fait un des grands aspects du travail scolaire, c'est de se motiver pour apprendre et d'avoir envie de le faire et de bosser. Bien sûr. Et ça, GPT n'a pas encore de moyens de vous forcer à bosser et Bien sûr. Et d'être là derrière vous pour dire fais tes devoirs. Si jamais tu fais pas ton devoir, ben, je te mettrai une mauvaise note et ça se verra sur ton bulletin. Enfin, donc ça, il faut toujours quand même une institution derrière et une population aussi. Et puis il y a une troisième chose que l'école fait et que ne fait pas évidemment un LLM, c'est la socialisation et le fait de rencontrer, d'avoir un échange avec le prof, un échange humain, d'avoir un échange avec les autres élèves. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc il faudrait imaginer une manière en fait de garder les structures disons sociales de l'école et l'aspect vraiment proprement humain et relationnel qu'on tisse à l'école, avec les capacités de pur pédagogue d'un LLM. Quoi. Et là, on aurait quelque chose d'assez idéal. Ça peut passer par une forme de tutorat en dehors des cours. Enfin, ce sera sans doute comme ça que ça se fera d'ailleurs. Il y a déjà les élèves qui l'utilisent pour tricher aujourd'hui, enfin en tout cas pour faire leurs devoirs. Mais en fait, peut-être que les élèves les plus malins aujourd'hui s'en servent déjà pour apprendre, et ils devraient, parce que s'ils ne comprennent pas quelque chose dans un cours, et ben, ils peuvent très bien demander voilà, explique-moi, j'ai pas compris ça, réexplique-moi encore, fais-le encore plus simple parce que j'ai pas compris. Bien sûr. Ça marche. Donc ça peut déjà commencer de cette manière-là, un peu périphérique ou périscolaire, et progressivement peut-être s'intégrer dans la structure même des cours. Et je pense qu'il y aura des profs qui seront capables de modifier la façon de faire cours de manière intelligente pour l'intégrer. Je pense qu'il faut tâtonner, il faut tester les choses. De toute façon, les modèles changent rapidement, donc il faut aussi pas faire des plans sur la comète parce qu'on ne sait pas encore à quoi ça ressemblera dans 5 ans. Mais il faut tester parce que ce qui est sûr, c'est que ce sera un avantage et que ceux qui l'utiliseront pourront aller plus vite et plus loin que les autres. Ah ouais, super. Non, mais tu as raison de mettre en perspective tout ça par rapport aux enjeux de socialisation, et dans la grande machine aussi de l'éducation nationale. Mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a une chose aussi à laquelle, par contre, il faut faire attention, qui est que les élèves vont se dire, forcément, s'ils ne se le disent pas déjà, un peu comme avec la calculatrice, pourquoi est-ce que j'apprends à rédiger des textes et voire à écrire, puisque de toute façon, ChatGPT peut m'écrire tous les textes que je veux. Et ils auront raison au sens où la plupart des gens, maintenant, enfin, dans leur vie, ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, dans leur vie, ils écriront presque aucun paragraphe, en fait. Enfin, tout va être généré pour la plupart des gens, à part certains qui seront écrits. Mais la plupart des gens ne feront pas. Et donc, ils peuvent se dire, et d'un certain point, de leur point de vue, ils croiront avoir raison, que ça ne sert à rien d'apprendre à écrire. Un peu comme j'ai une calculatrice dans mon téléphone, pourquoi est-ce que j'apprendrais à faire des divisions et des multiplications? Mais en fait, je pense, et je suis vraiment persuadé que c'est utile quand même d'apprendre à écrire et à structurer des arguments et à les rédiger, parce qu'en fait, on apprend à penser comme ça.
Et que de la même manière qu'on apprend la logique en faisant aussi des maths, de la même manière, on apprend à structurer une argumentation, à avoir les idées claires dans sa tête, à développer des exemples, à essayer de contredire des arguments. Enfin, tout ça, c'est un travail rhétorique, mais qui en fait est un travail de réflexion qui est extrêmement important pour la formation du cerveau, pour l'esprit critique. Et si on n'apprend pas à le faire, on devient vraiment quelqu'un de très très vulnérable à toutes les manipulations ou juste à la bêtise en fait, tout simplement. Donc c'est important de garder à l'esprit qu'il faudra quand même enseigner aux élèves à apprendre à rédiger sans ChatGPT, enfin sans les équivalents de ChatGPT, même si dans leur vie en fait ils se serviront toujours de ces outils-là. Mais c'est pas grave, il y a plein de choses qu'on apprend à l'école sans avoir besoin de les utiliser dans la vraie vie, et ça reste utile quand même. Ouais, tout à fait. Donc, ils utiliseront forcément les outils l'IA générative pour être plus productifs, plus rapides, voilà. Mais de l'autre côté, pour apprendre à penser dans la société, ils doivent quand même apprendre un petit peu des choses par eux-mêmes, à écrire et à lire. Ok, super. Pour ne pas finir donc dans une société uniquement de loisirs, de divertissement, comme dans le Pixar Wall-E, où ils sont dans l'espace, dans un vaisseau spatial obèse avec une télécommande sur un vaisseau qui se téléporte. Et donc, aller peut-être un petit peu plus loin, avoir d'autres centres d'intérêt que juste regarder Netflix sur ce petit fauteuil. Je voulais te parler justement, Raphaël, un petit peu du divertissement dans le futur, du divertissement auquel on peut penser avec ces modèles d'IA générative. Ça nous amène vers un divertissement qui va être personnalisé et aussi peut-être vers une société dans laquelle on aura aussi plus de loisirs si l'IA nous permet de gagner en productivité. Comment est-ce que tu vois ça? On parlait tout à l'heure en préparant un petit peu des jeux romains, était un spécialiste de cette période. Comment est-ce que tu vois le divertissement évoluer dans les années à venir avec l'IA? Alors d'abord, moi je fais pas partie de ceux qui pensent que ce serait terrible d'avoir une société sans travail où tout le monde n'a que à se divertir, parce que justement en fait les Romains ont fait ça entre guillemets, puisque les citoyens romains à l'époque impériale en fait avaient accumulé en gros toutes les richesses de l'empire et n'avaient pour la plupart pas travaillé eux-mêmes parce qu'il y avait des distributions d'argent, de blé, pour les citoyens romains, et tout le travail était fait par des gens qui n'étaient pas citoyens ou par des esclaves. Donc, il y a eu une société, si on ne prend que l'ensemble des citoyens romains, qui en fait a vécu sous ce mode de pur loisir. Alors évidemment, ça a plein d'inconvénients, notamment politiques, parce que ça fait aussi que les gens se passionnent pour beaucoup de querelles politiques et que ça fait une instabilité propre à ce genre d'époque. Mais en même temps, c'est pas non plus la fin du monde ni la dystopie, quoi. Enfin, et tout le monde ne devient pas obèse comme dans Wall-E. Et en fait, les gens aussi trouvent des activités et finalement, ils vivent leur vie, quoi. Donc, j'ai pas une vision catastrophiste, en tout cas, de ce genre d'avenir. D'autant plus que je pense quand même qu'on va aussi inventer d'autres métiers, évidemment, enfin, que ce sera comme d'autres innovations technologiques par le passé. À chaque fois, ça a détruit des tâches, des activités, mais ça en crée d'autres. Probablement que ça va réduire le temps qu'on passe collectivement au travail. Mais ça a été le cas, en fait, finalement, l'histoire depuis la révolution industrielle, c'est une longue baisse du nombre d'heures travaillées. C'est vrai qu'on travaille moins que la moyenne des gens au 19e siècle ou au 18e siècle. Donc ça continuera probablement de se passer, et les IA vont certainement contribuer à ça. Mais bon, d'une part, c'est pas catastrophique, d'autre part, on aura quand même des choses à faire. Et ensuite, pour le divertissement, alors là, l'IA elle-même a beaucoup à jouer. Je pense qu'en fait, ce sera le premier secteur qui va être le plus touché par l'impact des IA génératives. Parce que clairement, pour la création artistique, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, la musique, là, les IA génératives seront omniprésentes. D'abord dans la production, disons, traditionnelle, où il y a un producteur, un auteur, un artiste qui produit quelque chose, qui ensuite le diffuse à son public, mais aussi dans la possibilité d'envisager, je crois que c'est à ça que tu faisais référence, un service qui crée automatiquement pour chaque personne une œuvre personnalisée, personnalisée à ses goûts. Ça, c'est pas forcément d'ailleurs le plus sympathique comme idée à imaginer.
Alors c'est amusant parce que d'un côté, on a envie de voir, moi je crois que je cite dans le livre l'exemple de voilà, si vous êtes fan de Jean Gabin et de Sharon Stone et d'Empire byzantin, vous pourriez avoir un film qui se passe dans l'Empire byzantin avec Jean Gabin et avec Sharon Stone. Et c'est évidemment un film que jamais un producteur ne validera, mais qui pourrait exister pour vous grâce aux IA génératives. Donc ça, c'est quelque chose d'envisageable et ça, c'est amusant. L'inconvénient de ça, c'est que ça veut dire aussi qu'on n'aurait plus beaucoup de références communes quoi, les uns entre les autres. Parce que aujourd'hui, c'est quand même un des points forts du tissu de la société, c'est de pouvoir partager des œuvres, pouvoir en parler, d'avoir les mêmes références, de savoir qu'on a vu les mêmes choses et qu'on a en tête le même univers mental. Mais si jamais tout le monde a vu des choses totalement différentes, c'est un peu embêtant quoi, parce qu'on n'a plus vraiment de quoi se comprendre ou se parler. Ça peut être un peu effrayant de ce point de vue-là. Mais bon, c'est pas non plus une certitude. Peut-être que les gens finalement n'aimeront pas trop ça ou que ça restera plutôt niche comme contenu. Ça, on verra bien. Mais c'est une possibilité. Bon, par ailleurs, je pense que pour le reste, je suis plutôt optimiste parce que ça veut dire que les IA génératives veulent dire aussi qu'on égalise beaucoup la capacité de production entre un très très gros studio du genre Disney et un créateur indépendant. On pourra faire un film entier d'un niveau blockbuster, quoi, avec beaucoup moins de moyens, avec une petite équipe, alors qu'aujourd'hui, il faut des millions, des centaines de millions de dollars. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que des gens qui avaient peut-être le talent pour faire des choses géniales, peut-être qu'il y avait des Stanley Kubrick qui s'ignoraient ou qui savaient qu'ils avaient des bonnes idées, mais qui juste n'ont pas eu la chance dans la vie d'arriver à la tête d'un studio de cinéma parce qu'il y a tellement de hasard qui joue là-dedans que là, peut-être qu'ils vont pouvoir réaliser leur vision et qu'on va avoir donc accès à la production de plein de gens géniaux qui seraient passés inaperçus autrement. Ça, c'est très encourageant et qui, je pense, va se matérialiser. Génial. Oui, donc c'est ça. Et oui, non, mais c'est très intéressant. Ça va, en fait, je pense que ça va donner plus de chance à tout le monde, supprimer plein de barrières à l'entrée. Permettre d'aller plus loin quand on n'avait pas aujourd'hui une compétence qui pouvait nous manquer, une petite compétence technique, que ce soit sur Photoshop ou si on n'a pas envie forcément de maîtriser du GarageBand. Aujourd'hui, je pense que grâce à ça, on peut aller beaucoup plus loin tout seul sur un projet et mener ses idées au bout. Donc ça, ça va être génial. Ouais, ce qui contraste, ce sera le goût en fait et la vision de chacun. C'est ce que je sais sélectionner, ce qui est vraiment intéressant artistiquement, et plus seulement est-ce que je suis capable de le faire techniquement. Après, évidemment, il y aura une grande production aussi de choses totalement nulles. Il y aura plein de contenus nullissimes. Et il y a des gens qui s'en effraient, mais en fait, il y a déjà beaucoup de contenu nullissime sur Internet. Et à la limite, Internet est déjà structuré de manière à faire émerger le contenu intéressant aujourd'hui. Finalement, les réseaux sociaux et Google, c'est tout leur travail de réussir à faire sortir le contenu intéressant parmi l'océan de nullité qu'il y a sur Internet. Donc, à la limite, que l'océan soit agrandi par les IA génératives, même beaucoup, en fait, ça ne changera pas grand-chose. On a déjà des systèmes qui font remonter le bon contenu. Donc, moi, je ne suis pas inquiet de ce point de vue-là, de la surproduction de contenu mauvais. Et à la fin, il restera le contenu par des gens intéressants qui ont fait des choses intéressantes par le biais de ces outils-là. Oui, tout à fait. Je voyais quelque chose de très sympa, très intéressant dans ton livre aussi. C'est sur la rapidité de l'IA, en fait. La vitesse de mise en place. C'est que, en fait, grosso modo, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est un petit peu à quel point ça va vite. ChatGPT, c'est le produit qui est rentré dans la société le plus vite au monde. On parlait de 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 200 millions en 2 mois. Donc, en fait, quand on parle de ChatGPT, immédiatement, l'indicateur auquel on l'a associé, c'était ce taux de pénétration, cette vitesse d'adoption. Et ça, c'est quelque chose qui est forcément effrayant. Et comme tu parles dans ton livre des exemples classiques qu'on a connus par le passé sur des révolutions technologiques, avec les cochers, donc par rapport à l'automobile, les porteurs d'eau, la photographie. En fait, je pense que ce que tu dis, c'est que ce qui fait le plus peur aujourd'hui, c'est aussi cette vitesse en fait de transformation de cette technologie. Oui, encore une fois, à long terme, je pense qu'il y aura de nouveaux emplois qui vont se créer, de nouveaux secteurs qui vont se créer. Donc,
et que s'il y en a qui se créent pas, à la limite, on sera de toute façon tous plus productifs et donc on aura aussi plus de richesse et que c'est pas un problème. La question, c'est plutôt à court terme, est-ce que ça va pas aller trop vite pour certains secteurs et certaines personnes qui vont voir leur métier bouleversé par les IA génératives, alors même qu'ils n'ont pas vraiment le temps de se retourner, quoi. Donc je pense qu'il y a toujours des moyens de s'en sortir. J'imagine que, par exemple, quelqu'un qui est aujourd'hui en train qui est en plein milieu de ses études d'illustration, peut-être qu'il s'inquiète de voir justement DALL-E et puis Midjourney, Stable Diffusion apparaître, alors même qu'il y a 3 ans, en fait, c'était quelque chose qui n'était même pas vraiment à l'horizon, quoi. On savait qu'on pouvait faire des images par ordinateur, mais c'était quand même pas du tout du même niveau. Et donc, on peut comprendre qu'on s'inquiète de ce point de vue-là de l'impact que ça va avoir. Et ça aura probablement effectivement un impact négatif sur certaines personnes. Je pense que les gens qui seront les meilleurs pourront se servir de ces outils-là pour aller plus loin encore, et qui ne sont pas remplacés. Mais il y en a d'autres, par exemple, pour l'illustration, il y a quelque chose qui servait à des jeunes illustrateurs pour gagner de l'argent, tout simplement, pour vivre. C'était l'illustration de romans auto-édités sur Amazon, pour prendre un exemple parmi d'autres. Et ça permettait de faire une sorte d'argent de poche, en tout cas d'avoir des premiers revenus, qui permettent ensuite de grimper, d'approcher à des clients plus prestigieux et de s'installer vraiment. Mais ça, c'est typiquement le genre de choses où quelqu'un qui fait éditer son roman sur Amazon, qui fait auto-éditer son roman sur Amazon, il ne va pas payer 1000 € un illustrateur maintenant qui peut faire des générations sur Midjourney, quoi. Donc évidemment, là, ça fait un flux de revenus qui disparaît. Et donc, il y aura probablement pas mal de choses comme ça qui vont se passer, qui peuvent rendre la situation assez difficile pour certains métiers. Et donc, la question au sens large, ça va être de savoir comment s'adapter à ça, comment faire la transition de la manière la plus fluide possible. Ce sera aussi le rôle des pouvoirs publics de réussir à organiser la formation, l'orientation des élèves et même des adultes de la manière la plus efficace possible. Mais encore une fois, je pense que c'est un problème qui sera transitoire. Parce que ça va vite, ces difficultés-là. Comme tu disais, quand les innovations technologiques vont moins vite, on a le temps en fait de finir une carrière et après il y en a d'autres qui vont se former aux nouvelles technologies, mais c'est pas grave, on n'est pas affecté soi-même. Là, ça va devoir se faire au cours d'une même carrière, au cours d'une même vie probablement. Donc c'est ce qui rend la chose un peu plus difficile. Mais disons que ce sera quand même bénéfice. Je pense que ce sera au bénéfice de tout le monde sur le long terme. Mais c'est cette période de transition qui sera peut-être un peu rude pour certains, qui demandera un accompagnement aussi, je pense, de l'ensemble de la société. Ouais, tout à fait. Parfait, Raphaël. Je voulais parler un tout petit peu du paradoxe de Moravec. Je ne sais pas si tu connais, donc c'est ce qui est facile à faire pour l'être humain. C'est un paradoxe oui, je vois. qui est en 1980. Ce qui est facile à faire pour l'être humain est compliqué pour la machine. Ce qui est compliqué pour l'être humain est facile à faire pour la machine. Comment ça s'explique? C'est que grosso modo, les compétences humaines de base, telles que la perception, la motricité, on développe ça depuis des millions d'années. Et en revanche, les compétences cognitives supérieures, comme faire des maths avancées ou le langage, au final, dans notre histoire, c'est assez récent, c'est depuis quelques milliers d'années. Et donc, j'ai vu que tu parlais d'un sujet assez proche. C'était aujourd'hui, on a bien avancé dans le monde des bits, mais dans le monde du digital, plus que dans celui des atomes. Et grosso modo, on ne sait toujours pas utiliser un robot qui va grimper, cueillir un fruit dans un arbre, alors qu'un chimpanzé sait le faire. Et voilà, et donc on est un petit peu dans un monde où le professeur d'université a plus de soucis à se faire sur son métier qu'un ouvrier du BTP. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, c'est un peu provocateur. Je pense que les profs d'université, ils ne vont pas disparaître non plus demain. Mais de fait, il y a des tâches qu'ils font, en tout cas des exercices qu'ils donnent, par exemple, à leurs élèves, qui sont en fait assez bien faits par GPT-4. GPT-4, je trouve, dans beaucoup de matières, celle que je connais le mieux en sciences humaines, est franchement du niveau d'un élève normal de Master 1, quoi. Et voire parfois meilleur, parfois un peu moins bien. Mais en tout cas, il est souvent meilleur que des élèves de licence 3. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on prévoyait quand même pas il y a 5-6 ans. Et surtout qu'il est capable de le faire pour beaucoup, beaucoup de matières différentes et de tâches cognitives différentes, en tout cas de tâches d'écriture différentes.
Mais pendant ce temps, évidemment, on ne sait toujours pas comment faire livrer des pizzas automatiquement, quoi. C'est ça l'inconvénient. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'il commence à y avoir des travaux de recherche sur l'articulation entre les LLM et la robotique. Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez enthousiasmant. On peut imaginer que ça puisse avoir des résultats vraiment impressionnants à terme. On voit déjà quelques expériences qui sont franchement assez cool. Et même pour l'apprentissage par simple vidéo, avec du few shot learning sur des. Donc on montre un robot avec un bras, juste une vidéo de quelqu'un qui fait le geste d'ouvrir un tiroir et de prendre une fourchette, et le robot s'entraîne à partir de ce seul exemple vidéo à faire le même geste alors qu'il n'est pas programmé pour faire ce geste, quoi. Et à la fin, au bout de 50 essais, il arrive à le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant parce que ça voudrait dire que l'IA permettrait d'avoir des machines moins spécialisées qu'aujourd'hui, beaucoup moins spécialisées, et là avoir un vrai impact sur l'industrie, parce que imaginez que vous puissiez reconvertir en fait toute votre flotte de machines pour des gestes totalement différents et des actes totalement différents, juste en changeant leur prompt, entre guillemets, au lieu d'avoir à changer de machine entièrement, ce serait gigantesque. Et puis ça permettrait aussi d'imaginer de mécaniser des tâches très ponctuelles, très précises, pour lesquelles ça ne vaudrait pas forcément la peine d'acheter une machine exprès, mais qui en revanche ou pour lesquelles il serait pertinent de juste faire un prompt pour une machine polyvalente. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Ça ne résout pas forcément le problème des livreurs de pizza, mais ça montre que le monde des atomes ne sera pas non plus totalement absent, je pense, de la révolution de l'IA. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on est dans cet intervalle étrange où donc les tâches purement intellectuelles, en fait, sont plus affectées par l'IA que les tâches mécaniques. Mais je pense que ça viendra et que ce sera assez impressionnant. Ouais, tout à fait. Raphaël, j'aimerais avoir ton avis rapidement sur un petit peu les moratoires. Tu sais, le moratoire qu'on a vu passer par Bengio et tous les scientifiques. Donc, ces pétitions, moratoires demandent à freiner les progrès, freiner en tout cas les recherches sur des modèles plus avancés que GPT-4. Comment est-ce que tu vois, toi, ce cadre de régulation et notamment par rapport à ce qui peut se passer autour avec des pays comme la Chine qui peuvent aussi être assez avancés. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense vraiment que les appels à des moratoires, c'est des coups de com' et que c'est pas grand-chose d'autre. Clairement, de la part d'Elon Musk, c'était le cas. Alors, il a toujours dit qu'il était inquiet des progrès de l'intelligence artificielle et que ça pouvait rivaliser l'intelligence humaine, etc. Là, il l'a redit. C'est aussi un peu peut-être une manière pour lui d'essayer de ralentir la concurrence parce que lui-même n'a pas l'équivalent dans ses propres entreprises. Pour OpenAI, c'est pratique. Là, ils ont dit, par exemple, qu'ils n'étaient pas en train d'entraîner GPT-5. Ce qui à la fois permet de continuer à entretenir la hype autour de la technologie, parce que si vous dites on doit ralentir notre technologie parce qu'elle est tellement puissante que ce serait dangereux d'aller plus loin, évidemment, en fait, ça vous met vachement en valeur. En plus, il se pourrait très bien qu'ils aient d'autres pistes de recherche aujourd'hui et qu'ils soient tout simplement pas en l'état d'entraîner GPT-5 techniquement, en fait. Donc c'est une bonne excuse aussi pour dire de moraliser un problème technique. Ça se trouve même ils sont juste pas les GPU pour le faire. Donc tout ça me paraît vraiment être plutôt de l'esbrouf. De toute façon, c'est évident que personne va respecter un moratoire de ce genre-là. Enfin, ça veut rien dire en pratique. Donc j'ai l'impression que on a fait beaucoup de bruit là-dessus, mais ça me paraît être un peu irrationnel par rapport d'abord au vrai danger de ces technologies, qui me paraît du point de vue existentiel totalement nul. Enfin, je pense vraiment pas que l'humanité puisse disparaître à cause de l'IA. S'il y a des dangers, à la limite, ils sont plutôt sociétaux. Mais dans ce cas-là, à la limite, je suis très d'accord avec la position de OpenAI qui est de lancer les modèles en public, comme ChatGPT, parce que comme ça, les gens s'habituent à l'utiliser. On peut voir la manière dont les gens réagissent. On peut voir quel est l'impact sur la société à une échelle où c'est encore plutôt rudimentaire, plutôt que d'imaginer d'attendre 20 ans et de lancer un truc, un GPT-15, sur une société qui s'y attend pas, quoi. Enfin, je trouve ça plus logique de faire ça comme ça, et donc je trouve ça très bien qu'on puisse expérimenter avec, et je vois pas de raison d'empêcher ça aujourd'hui. Je partage tout à fait cette vision. Mais est-ce que tu comprends donc les signatures, tu sais, récentes, récemment c'était en 22 mots,
d'accord, tous les scientifiques du secteur qui disaient qu'il fallait comprendre que ça pouvait être aussi dangereux qu'une pandémie ou l'arme atomique, grosso modo. Ouais. Bah, je pense que de manière générale, alors, bon, ça, étant moi-même pas un spécialiste du secteur, évidemment, c'est un peu présomptueux de ma part, mais je pense que les spécialistes de tout secteur ont tendance à valoriser à la fois les bienfaits et les dangers de ce sur quoi ils travaillent. Enfin, mais ça se marche pour tout, hein, même pour la linguistique. Hein, genre, et même les profs de latin et grec, enfin, c'est les spécialistes de latin et grec dont je fais partie, pourraient dire que c'est désastreux qu'on n'enseigne pas le latin à l'école et que ça va être la ruine de la civilisation. Donc, je pense qu'il y a toujours une tendance à l'autoglorification de cette manière-là, et un peu un effet d'entraînement aussi, parce qu'après tout, ils voient comme c'est effet boule de neige, quoi. À partir du moment où il y en a quelques-uns et quelques grandes figures comme Geoffrey Hinton qui en parlent, bon, bah, ça donne du crédit à ce genre de thèse. Mais moi, ça me choque pas plus que ça. Enfin, en tout cas, ça remet pas en question la vision que j'en ai, qui est que c'est un outil qui n'est pas du même degré de danger. En revanche, c'est vrai qu'il peut y avoir des acteurs malveillants qui s'en servent, il peut y avoir des États hostiles qui se servent de l'IA pour accroître leur pouvoir de nuisance, il peut y avoir des groupes terroristes, et clairement, l'IA pourra permettre par exemple, de travailler, enfin de faciliter le travail sur des armes chimiques ou sur des armes bactériologiques. Et donc, oui, bien sûr, de ce point de vue-là, ça a un impact sur des formes de danger existentiels. Mais en fait, un peu comme l'ordinateur dans ce cas-là, en général, quoi. Enfin, toutes les technologies humaines, en fait, peuvent participer à des actions hostiles ou malveillantes ou dangereuses. Et l'IA, certes, accélère, mais elle accélère aussi les remèdes. Enfin, dans ce cas-là, inversement, on va aussi trouver plus de remèdes, plus de médicaments, plus de vaccins, plus de manières de détourner les attaques cyber ou les armes chimiques. Donc, en fait, on est dans une nouvelle course aux armements, comme on l'a toujours été pour tous les niveaux technologiques. Donc, c'est logique qu'il y ait des utilisations négatives, mais on ne peut pas l'éviter. Et c'est pas comme si, enfin, en tout cas, je ne pense pas que ce soit une rupture fondamentale par rapport à d'autres technologies qu'on a eues avant. Oui, non, tu as raison. Et c'est vrai que, en plus, quand on pense au final à un modèle comme GPT-4, qui est un petit peu pointé du doigt en tant que le plus dangereux, d'une certaine manière, on peut le voir aussi un peu comme le plus safe et le plus contrôlé aujourd'hui. En plus. Et par exemple, sur des armes chimiques, certainement beaucoup plus safe qu'un petit modèle open source qui n'a pas été, sur lequel en fait, il n'y a pas eu le travail qui a été repassé par OpenAI. Oui, exactement. Non, à la limite, les dangers, ça va être des choses, mais qui sont pas du tout existentielles, hein, du genre, c'est devenu très facile de faire semblant d'être une personne que vous connaissez, enfin, d'impersoner quelqu'un, avec sa voix, son visage, et d'avoir accès même à des données de la personnalité de la personne, et de faire semblant de vous demander le numéro de carte bleue pour une urgence, et ensuite de faire une arnaque, quoi. Ou éventuellement d'essayer de faire des campagnes politiques, de la propagande politique ultra personnalisée, où vous aurez un candidat qui va adresser un message à chacun des militants qui sera personnalisé en vidéo par IA pour chacun des militants. Bon, tout ça est possible et ça peut être des dangers, mais encore une fois, c'est pas du niveau de l'humanité qui disparaît parce que bien sûr. Non, mais et là-dessus, donc 2024 et les élections américaines seront certainement le grand test aussi, et aussi peut-être la prise de conscience un peu en accéléré de ces dangers par tout le monde. Oui. Après, encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on a quand même déjà travaillé aussi. Après tout, les fake news, c'est pas nouveau. Là, ce sera plus personnalisé, mais c'était déjà assez personnalisé avant. Il y a eu beaucoup de recherches à la fois par les acteurs publics et par Google, Meta, etc., pour travailler sur ces questions-là. Donc, je pense qu'on va pas non plus changer de monde totalement du point de vue de la lutte contre la désinformation. Ce sera plus puissant qu'avant, ce sera plus omniprésent peut-être, mais je ne crois pas qu'on change de matrice. Ok. Je me dépêche, Raphaël, pour finir et être un petit peu dans le format. Juste, est-ce que selon toi, l'IA développée par les LLM peut avoir une forme de conscience un jour ou l'autre? Moi, je ne sais pas vraiment ce que conscience veut dire, en fait, de ce point de vue-là. Enfin, pour moi, conscience, ça veut dire réveillé et qu'on n'est pas endormi. Donc, médicalement, je vois ce que ça veut dire, enfin, biologiquement. Mais du point de vue de est-ce que ça veut dire qu'elle a une notion d'elle-même, etc., je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce qu'après tout, nous-mêmes, on est aussi des interconnexions dans le cerveau. Enfin, en tout cas, ce que nous, on appelle conscience, c'est un résultat d'un processus matériel dans le cerveau. Et
qu'est-ce qui fait que je sais que j'ai une conscience? C'est que je peux en parler, oui, d'accord, mais dans ce cas-là, l'IA aussi, elle peut en parler. Donc en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que ces conversations-là, c'est ce que les Anglais appellent to move the goalpost, de changer les buts de place, quoi. Enfin, à chaque fois, on dit, bah, la conscience, c'est ça. Non, en fait, la conscience, c'est ça. Puis en fait, la conscience, c'est ça. C'est qu'une question de mots, en réalité. Moi, ce qui m'intéresse dans l'IA, c'est surtout quels effets elles peuvent produire, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. Savoir ce qu'elles sont, en fait, ça m'intéresse pas énormément. Ce qui est certain, c'est que ce sera jamais des êtres humains, mais évidemment, en un sens, on sait que c'est pas des êtres humains. Mais j'aime bien revenir à la phrase qu'il y a dans Westworld, dans la série Westworld, première saison, où au début de la série, le personnage principal est accueilli dans une espèce de grand parc d'attractions par une femme, et il sait que dans ce parc d'attractions, il y a des androïdes qui sont extrêmement bien faits. Et donc, il demande à cette femme, après la conversation, mais est-ce que vous êtes vrai ou pas? Et la femme lui répond, si vous pouvez pas voir, est-ce que ça fait une différence? Et je pense que finalement, dans la société, ça va être un peu comme ça. Ça se trouve, il y aura des gens avec qui on interagira sur Internet, puis on se rendra pas compte que c'est pas des êtres humains, mais si on en tire une satisfaction personnelle, après tout, quelle différence, quoi. Et je veux dire, ce sera, par exemple, si jamais vous avez un problème avec les impôts et que vous appelez vous appelez les impôts au téléphone, et puis que les impôts, il y a quelqu'un qui vous répond, qui est très sympa, qui prend beaucoup de temps pour répondre et qui, à la fin, résout votre problème, et que cette personne, c'était pas un être humain et vous vous êtes pas rendu compte, bah, très bien, enfin, tant mieux, finalement, vous y avez gagné. C'était pas un être humain, peu importe au fond de savoir si elle a de la conscience ou pas, quoi. Enfin, et je pense que ce qui est certain, c'est que on saura toujours que c'est pas un être humain, du point de vue de la construction de cet agent. Donc, il n'y a pas de problème philosophique de ce point de vue-là. On sait que c'est pas un être humain. Mais les questions ensuite de savoir s'il y a une conscience, s'il y a des droits, etc., ça me paraît trop abstrait en fait par rapport à ce que ça représente. Déjà, Blaise Pascal se demandait quand même ce genre de questions sur la machine à calculer. Donc, j'ai la calculatrice. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu vois venir une intelligence artificielle générale, une AGI, et une super intelligence? Général, oui, dans le sens où je pense qu'il y aura une convergence de plus en plus de différents modèles qui vont pouvoir faire beaucoup de choses variées. Donc, si une intelligence artificielle générale, c'est une intelligence artificielle qui est capable de faire beaucoup de tâches, et la plupart des tâches qu'un être humain sait faire, en gros. Tu parlais oui, du M1, du L3 tout à l'heure, et en effet, oui, dans l'ensemble des domaines, quoi. Enfin, oui, voilà, donc qui puisse. Alors, donc il y a le caveat, c'est sur la question de l'interaction avec le monde physique, où on verra ce que donnent les progrès de la robotique et l'intégration de l'IA avec la robotique. Mais si c'était le cas, parce que c'est vraiment ce qui manquerait en fait pour faire quelque chose de vraiment polyvalent, mais qu'on avait quelque chose qui était capable à la fois de recevoir des inputs en vision, en son, en texte, en sensation, de pouvoir se déplacer dans le monde réel, de pouvoir traiter donc de problèmes intellectuels, mathématiques, émotionnels, etc. Ce serait une intelligence artificielle qu'on pourrait qualifier de générale, et ça me paraît pas sur le papier inaccessible. Et déjà, GPT-4 fait beaucoup de choses différentes, très différentes, probablement plus polyvalentes que ce qu'on pouvait imaginer il y a 10 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui me paraît impossible. Et sur la super intelligence, c'est plus difficile à définir, parce que comme tu l'avais dit, je crois, il y a quelques minutes, il y a déjà des choses que les ordinateurs font beaucoup, beaucoup mieux que les êtres humains, notamment pour les calculs, évidemment, mais pour plein d'autres choses. Ils arrivent à voir, par exemple, dans des radios médicales, des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu nous-mêmes, et qu'on ne savait pas que ça existait avant. Donc là, il y a clairement des choses qui nous dépassent en termes de capacité à analyser le monde. Mais après, est-ce que c'est une question, est-ce que ça dépasse l'intelligence globale humaine? En fait, là aussi, je trouve que c'est une question qui est un pur débat de mots, en réalité. Ça dépend de ce que vous appelez intelligence, ça dépend de ce qu'on qualifie de super intelligence. Et je trouve que c'est un débat qui nous mène toujours dans le mur, en fait, parce que à la fin, chacun a sa propre définition de l'intelligence, chacun la change tous les 10 ans. Donc, bon, finalement, ce qui compte, encore une fois, c'est quel profit on va en tirer, nous, et qu'est-ce qu'on peut faire avec, quoi. Et si c'est très polyvalent, c'est mieux, parce que c'est bien d'avoir des modèles polyvalents. Donc, tant mieux si ça arrive, et je pense que ça arrivera. Et ceux qui nous dépasseront, en fait, je pense qu'on aura toujours nous-mêmes une utilité, parce qu'ils seront faits pour nous servir, de toute façon. C'est nous qui les aurons faits. Donc, en fait, finalement, je pense que le problème ne se posera pas, en réalité.
Ok, super intéressant. Alors, dernière question, Raphaël, c'est, bon, alors tu as peut-être répondu, mais c'est ton livre ou ton film de science-fiction préféré? Alors, de science-fiction préférée, alors vraiment en science-fiction, j'aime beaucoup Her, le film avec Joaquin Phoenix, qui en fait est tout simplement le film qui a le mieux prédit finalement l'avenir de l'IA C'est vrai, et, c'est vrai. et aussi de son incarnation dans la société. Ça passerait pas forcément par des robots humanoïdes, etc., mais que c'est une voix dans un téléphone qui parle et à qui des gens ont des relations. Et on a déjà vu des gens qui avaient des relations amoureuses avec des LLM aujourd'hui. Donc en fait, c'était quand même très prescient et très bien vu, puis en plus avec une très belle esthétique. Donc c'est une vision. Parmi les films qui prédisent le mieux, en tout cas le plus vraisemblablement l'avenir, comme dans la science-fiction, il y a ça et Gattaca, je pense. Gattaca qui est excellent aussi, sur un tout autre sujet, mais qui en fait n'en fait pas trop, qui est assez vraisemblable dans la manière dont la société évolue. Donc j'aime bien ces deux films-là, et par ailleurs je suis un grand fan de Star Wars, mais je considère que c'est pas de la science-fiction. Et en fait j'aime pas trop la science-fiction globalement, donc c'est pour ça que j'aime bien Star Wars, c'est pour moi c'est un film d'heroic fantasy en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Super. Super. Merci beaucoup, Raphaël. Non, merci à toi, Nicolas. C'était C'était un plaisir de discuter avec toi. Un plaisir d'échanger. Je vais me replonger dans Si Rome n'avait pas chuté bientôt, parce que c'est vraiment super. Donc, je mettrai le lien en commentaire. C'était passionnant. Merci beaucoup, Raphaël. Encore merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Et je te dis à très bientôt. À Salut, bientôt. Raphaël. Au revoir.